Mots d'enfant. Towa crut que sa mère lui avait mis la cervelle à nu. Elle porta la main à la tête et en touchant ses propres cheveux, constata avec surprise que sa calotte crânière était encore en place. La taloche qu'elle avait encaissée était pourtant assez forte pour la lui décortiquer comme une arachide trop mûre. Elle venait d'annoncer qu'Itundi, chez qui son père l'avait envoyé chercher une calebasse de vin de Pam commandée la veille et payée automatiquement, qu'Itundi donc était en train d'aiguiser une machette et se préparer à les guerroyer contre les herbes de sa cacahuètière. Sa mère, épouvantée par les énormités que pouvait déjà inventer une fillette de son âge, un œuf encore pour la maman, visiblement affolée, lui avait servi cette thérapeutique pour tuer le mal dans l'œuf. Elle n'aurait pas agi aussi brutalement si Towa lui avait affirmé avoir laissé une corne en train de pousser sur le front d'Itundi. Ceci aurait été plus croyable qu'encore que le canular que colportait la fillette. Vraiment, cet enfant ferait tomber quelqu'un raide mort si elle continuait à mentir de cette façon. Et pan, petite fille, pour que tu ne sois pas un danger public un jour. Le père venu s'enquérir sur les pleurs de Towa commenta perfidement en insinuant qu'elle mentait déjà comme tous ceux de la famille de sa mère. Opinion qu'il renforça en voyant sa femme revenir en boitillant. Elle racontait effectivement qu'elle avait trouvé Itundi aiguisant une machette. Le fait l'avait tellement surprise qu'elle ne remarqua pas le caillou sur lequel elle avait démoli son gros orteil gauche. La douleur n'avait pas été capable de réfréner sa curiosité. Elle avait interrogé Itundi qui lui avait confirmé son intention d'aller dans la cacahuètière. Mais, pour aller faire quoi? Le fait qu'Itundi parte pour une cacahuètière livrée aux herbes depuis 7 ans constituait l'événement de l'année. Il fallait se rassurer sur ses objectifs. Pour aller travailler? Travailler quoi? La femme dansait sur son pied droit, tenant le gauche en l'air pour éviter de s'appuyer dessus et d'aviver ainsi la douleur de son orteil blessé. La douleur me broie le cœur. Tu ne peux pas t'imaginer. Unique précision qu'avait donnée Itundi. La douleur fut une commotion pour le village, car partout on disait d'Itundi qu'il n'était plus qu'un estomac sur pattes, depuis que sa femme avait filé de chez lui en emportant ses 4 enfants, dont celui qui, à l'époque, dilatait encore son abdomen. Elle y avait malencontreusement joint tout le mobilier de la maison. Lui-même était en voyage pendant ce temps. Il avait bien tenté d'aller la raisonner, puis de lui intenter un procès devant les anciens. Mais les notables du village de sa femme, courteleux comme jamais Tortue ne le fut, se montrèrent des chefs-d'œuvre de mauvaise foi, dont la droiture se mesurait à la quantité de vin qu'Itundi leur réservait à chaque audience. Et comme il n'y en avait jamais assez de boissons selon eux, ils n'avaient même pas pu récupérer ses meubles. Mais dire qu'Itundi n'était qu'un estomac sur pattes était faire montre d'étroitesse d'esprit et fausser totalement la personnalité du bonhomme. Itundi était plus que cela, bien plus. C'est bien pour cela qu'il bénéficiait d'un statut particulier au village. Ravaler au rôle du vulgaire pique-assiette à un pareil personnage, seul un étranger pouvait se le permettre. La vérité était tout autre. Et Itundi était d'abord un brillant canif. Jamais canif ne fut mieux employé que le sien. Chaque fois que son fer mordait la chair d'un palmier, il en coulait des merveilles. Son vin de palme ne connaîtra jamais d'égal. Il avait plus d'effet que l'éloquence la plus raffinée du plus érudit de nos vieillards quand il fallait convaincre un beau-père d'accorder la main de sa fille
au jeune qui lui gardait une autre de ce nectar. Les calebasses les plus respectées du village étaient celles qui en contenaient, mais Etundi était aussi et surtout une bouche. Ce mot résumait l'homme, le synthétisait, mais en donnait une idée suffisante. La bouche était l'organe le plus important de son corps. Elle mangeait et bavardait. Histoire salée, histoire drôle, poétique et grillade. Une bouche d'or. Quelqu'un aurait facilement laissé brûler sa maison pour écouter un de ses récits. Il caricaturait, inventait, déformait. Du matin au soir, de porte en porte. Il mangeait autant. Et certains disaient que la longueur de ces histoires était calquée sur le temps que mettait une marmite à cuire sur le repas dans la maison de l'hôte. N'ayant plus de femme, il mangeait chez chacun. Sa noblesse lui interdisait de laisser son nez surplomber une marmite. Il sortait de chez lui à 10 heures, après avoir satisfait et conduit la nombreuse clientèle que lui valait son vin. Il ne se gênait pas avec ses clients et froissait volontiers les honneurs les plus exigeants. Et jamais personne n'a réclamé réparation, personne ne s'est plaint. On ne sait jamais quand on a besoin du meilleur cru de la région. Du monde, rectifiait-il toujours. Il rentrait chez lui à des heures ahurissantes, quand chacun dormait déjà de son meilleur sommeil, quand tous les débits de bière avaient fermé. Car là finissait toute la recette que lui octroyaient ses palmiers. Et il vendait du vin blanc et il buvait de la bière. Les vases communicants sont bâtis sur le même principe. Son argent descendait directement des palmiers dans la poche des vendeurs de bière. Quand son vendeur habituel apprit, en hoquetant de surprise, que ce jour-là, son meilleur client avait débroussaillé sa cacaoyère, il jura de connaître le fin mot de l'histoire. Et ce fut un serment dans le vent, car, de la journée, Etundi ne parut pas, et le marchand sut que pour lui, la série noire commençait. Il perdait son meilleur client et le pôle magnétique de sa buvette, car les histoires d'Etundi attiraient la clientèle. Pire, Etundi augmenta sa capacité de production, ce qui accélérait la fuite des capitaux. À la fin de cette journée, aussi historique pour le village que le jour où l'ancêtre commun en bâtit la première habitation, ceux qui passèrent devant la case d'Etundi virent annoncer qu'il en refusait les murs. Depuis le départ de sa femme, la case s'était dégradée au maximum. Les murs avaient la même opacité, la même consistance qu'un grillage pris d'assaut par une paire de sciades en colère. Un même fatigué de rester debout, à ne rien cacher, s'était tout simplement couché. Aucun termite dans les environs ne dormait affamé. Tous avaient trouvé la bonne chair de leur vie. Il faisait bombance et la case d'Etundi disparaissait, digérée dans les milliers de petits estomacs. Toute la maison était devenue une ferme d'élevage de vermines. Celle-ci y trouvait le manger et le toit protecteur. Et Etundi qui, jusque-là, avait laissé faire, avec toute la bonne conscience du monde, réparer, troublant, brisant même le petit équilibre écologique que son insouciance y avait installé. Les termites protestèrent en chœur, avec des crissements rageurs. Les souris en demeurèrent coites, les villageois aussi. Et Etundi répondit aux interrogations. La douleur m'arrache les entrailles. Si vous saviez, pendant des heures de repos, il faisait des paniers avec la dure écorce des branches de palmier. Ceux-ci se vendaient merveilleusement, car il les confectionnait selon les priorités du marché. Panier pour arachides, en démisphère, panier à capturer les termites vespérales, cap. Un mets rare et apprécié. En obus ou en cône, panier à boucaner qui s'accroche au-dessus du feu, panier grenier, panier haute pour porter le lourd fardeau sur le dos, petite haute pour garder les cuillères et les fourchettes.
Et l'argent entrait dans ses poches comme de l'huile dans les cheveux d'une jeune fille, sans jamais en ressortir, au grand désespoir des vendeurs de bière, ce qui suce toutes les économies de nos villageois, car chez nous, tous ceux qui économisent le font pour acheter de la boisson. À l'occasion d'un deuil, d'un baptême, d'une naissance, d'un mariage, de funérailles, il faut toujours être d'attaque, sinon votre réputation s'en retrouve salie. Nos ancêtres défendaient leur honneur à la pointe de leur saguet. Leurs descendants le font avec divers liquides capiteux. Les curieux et les impatients enquêtaient, les placides et les vieux, ce qui au village revient à la même chose, hochaient la tête en affirmant qu'ils allaient finir par tout savoir. Et Tundi, lui, travaillait désormais d'arrache-pied. Dans sa cacaoyère, il fauchait, élaguait, aspégeait de tous les mystérieux produits si bénéfiques que distribuaient les agents du ministère de l'Agriculture. Ses mains avaient évincé sa bouche en tout. En action, car si celle-ci mangeait toujours et bavardait encore, ce qui est inévitable chez tout être humain, quelle que fût la crise dont celui-ci souffrit, et hormis bien sûr les cas de paralysie des moursilières, elle n'engloutissait pas plus autant de plats qu'avant, et constituait un modèle de sobriété en parole. Ses mains, sans effacer la réputation de sa bouche, étaient d'une actualité plus récente. On commentait, on vantait leur soudaine ardeur au travail, leur habileté, leur opiniâtreté et leur endurance. Chaque fois qu'il n'avait rien de précis à faire, ce qui n'arrivait que quand il lui manquait de quoi tresser les paniers et quand il n'était point à l'heure pour des 3 tournées qu'il consacrait quotidiennement aux calebasses accrochées à ses palmiers, il s'occupait de sa maison. Il n'avait peut-être plus envie de courir, mais jamais habitation ne fit courir autant son propriétaire. Ceci parce que le sommet de l'angle que formaient les 2 pentes du toit était défait, complètement pourri et mangé par la vermine, alors que la paille sur les pentes restait dans un état acceptable. Les vents chez nous sont fort capricieux et changent de direction plus rapidement que l'opinion d'une femme sur sa meilleure amie, surtout quand il pleut. Les averses, elles sont brutales et obéissent au saut d'humeur du vent quand la pluie se déversait dans la case des Tundi. Elle le faisait à flot en suivant la direction du vent. Et Tundi, lui, observait des mouvements contraires. Quand le vent soufflait à l'est, l'aile correspondante de la maison était inondée, et il devait transporter son lit et sa couverture dans la direction opposée. 2 minutes plus tard, il galopait à l'autre bout de la maison parce que le vent revenait de le fouetter avec les trombes d'eau. Chaque pluie obligeait à déménager sans cesse. À la fin, il se retrouvait harassé et essoufflé d'avoir tant couru et courbaturé pour avoir transporté lit et literie durant toute la course. Heureusement, son lit était en bambou de raffia et la literie se résumait à un vieux drap obtenu en cousant ses sacs de farine. Cette anecdote avait tant de succès que dès qu'il tombait la moindre goutte du ciel, chacun l'évoquait. Peut-être émirent certains qu'Itundi allait se remarier et ne voulait pas imposer à sa nouvelle épouse ce marathon auquel l'obligeait la moindre ondée. Ce jour-là, il avait plu, et le vent avait cabriolé plus que d'habitude. La discussion que suscita cette opinion fit rejeter cette hypothèse. Personne n'avait remarqué aucune disparition mystérieuse de l'intéressé. Et personne du village ne s'était jamais marié sans avoir ouvert une ambassade chez sa future. Tout jeune homme fiancé s'évanouissait des regards au moins 2 jours par semaine, quand ce n'était pas une semaine entière ou même un mois. On apprenait alors qu'il tenait une ambassade dans tel village. Il n'y avait plus qu'à repérer la fiancée et attendre les noces. Mais personne ne se souvenait de l'avoir vu trimballant une calebasse de vin de palme vers une destination inconnue.
Pourquoi se serait-il d'ailleurs remarié? Il avait une femme, même si celle-ci habitait chez ses parents. Quoi qu'en pensent les juges, l'abandon du domicile conjugal n'a jamais constitué un motif de divorce ici chez nous. Personne ne laisserait filer ainsi ce qui lui a englouti tant de cabris, tant de porcs et tant de vin, ces carburants nécessaires à la conclusion de tout mariage. Et même si ton beau-père, faisant preuve d'une conscience aussi rare, a trouvé qu'une corne de chien décidait de te rembourser, tu serais toujours lésé, car quel jeune homme a-t-il jamais réussi à faire de décompte de tout l'investissement liquide et animal nécessaire à son mariage? Les femmes sont si capricieuses. Si la vôtre s'en va, ne vous emballez pas, elle vous reviendra, aussi infailliblement que tout ce qu'on lance en l'air retombe sur terre. L'abandon du foyer conjugal n'est donc une vulgaire occasion à vin. On palabre, on boit, on échange vers, colla et proverbe, et la femme retourne à son mari. Rien de dissous mieux les litiges que quelques calebasses de vin accompagnés de quelques dictons se référant aux pensées de la tortue, ce philosophe d'entre les philosophes. Mais Tundi s'expliquait. La douleur me brûle le cœur. Si je vous disais. Les moins intelligents le pressaient de questions et les vieux trouvant normale cette douleur subite et mystérieuse hochaient la tête en répétant. Nous saurons, nous saurons. Un jour, il en dit plus. Une parole que l'on m'a décochée me brûle les entrailles. Si vous saviez. Peut-être regrette-t-il ce qu'il faisait, suggéra une femme. Car Itundi, du temps où il était marié, avait violé l'inviolable. Il s'était ingéré dans les affaires culinaires de son ménage. La cuisine est un sanctuaire sacré. Chaque homme construit 2 cases, la sienne et la cuisine. Nul ne peut rentrer dans la cuisine s'il n'est muni d'un solide prétexte. La reine, le féminin. La fumée, la soupe, la marmite, la cuisson, la femme. À l'époque de nos ancêtres, quiconque violait ce temple pouvait en ressortir coiffé d'une marmite éventrée ou chassé à coups de cette petite spatule de bois plate qui sert à remuer les sauces et dont les coups tuent, paraît-il, la virilité. Mais Itundi se permettait d'aller regarder cuisiner sa femme. Pire, il intervenait sur le choix du menu. Mais ceci n'est que peu qu'à dire. Le vrai péché de Tindi avait été de s'arroger la direction des affaires culinaires. Il imposait le nombre de tubercules de manioc à éplucher, comptait les morceaux de viande à cuire, déterminait avant la cuisson le nombre de morceaux à attribuer à chacun, indiquait les os à offrir aux voisins et aux visiteurs, au cas où il s'avérait impossible de les leur refuser, et, horreur des horreurs, contrôlait si la femme obéissait à ses directives, en comptabilisant les quantités consommées et celles restantes. Outré par cette intendance offensante et par cette conduite honteuse, rébuté par cette intrusion intolérable dans le ministère de l'épouse, la femme s'en alla. Et Tundi commença à boire jusqu'au jour où Towa faillit avoir la tête emportée par une taloche parce qu'il s'était soudainement remis à travailler. Les résultats de son labeur ne se firent pas attendre. Et Tundi agrandit sa maison et la couvrit de tôle ondulée. Rien ne signale mieux la réussite sociale d'un toit de tôle ondulée. Et il vous épargne du labeur de changer le raffia de votre paillote tous les 5 ans. Ne plus avoir à se chicaner avec les serpents dans le palmier de raffia quand on va y chercher palmes et feuilles pour faire la charpente et les nattes de votre future toiture. Ne plus se déchirer les mains sur les minuscules épines qui pilulent sur ces feuilles, cesser de se courбaturer les chines à les tresser et de faire les acrobaties à les arrimer. Le métal des tôles est si durable, et puis c'est une référence sociale. Les palmiers du village, s'ils ont une mémoire, se souviendront toujours de cette occasion à laquelle ils risquèrent de tarir leur sève à remplir les calebasses exigeantes qu'Itundi accrochait
aux entailles pratiquées au ras de leurs fleurs. Les ouvriers qui installèrent la charpente et le toit de la nouvelle maison se rappellent encore ce vin si exquis qu'ils burent durant tout le temps qu'ils mirent à coiffer la maison de son nouveau toit d'aluminium. Ils ralentirent d'ailleurs exprès leur travail. Le dernier jour, tout le village fut convié à une cuite générale. Il y eut un grand deuil chez les Cabrés. Deux périrent pour la circonstance sous la machette des hommes. Il y eut la question. Une question ressemble à un fruit. Il faut la laisser mûrir. Posée trop précocement, elle donne des réponses acides, sans sucre ni contenu. Posée trop tard, elle ne présente plus d'intérêt. Il faut la laisser maturer et la poser au moment psychologique. Mieux, c'est une cuisine, un mets. Assaisonner avec des événements, l'actualité du jour, laisser mijoter dans l'esprit de tout le monde et épicé avec quelques commentaires anodins et servez-les avec beaucoup de tact et un verre de quelque chose, du vin de palme de préférence. Quel grand-père ne connaît cette petite recette? Et la règle d'or est de présenter l'interrogation avec des mots détournés en arrobant le vif du sujet avec des circonclusions les plus diverses, les sous-entendus les plus anodins, les remarques les plus banales, obscures pour les profanes, limpides pour nos maîtres de la parole. Les aspérités les plus acérées ne sont pas supprimées, juste aseptisées pour éviter les inflammations, c'est-à-dire les interprétations abusives et inopportunes. Et Tondi, que les vieux avaient patiemment préparé, ne vit pas venir la question. Il se retrouva en train de répondre. Mon Tondi, l'enfant que ma femme, en partant, portait dans son ventre, est venu ici. Depuis qu'il était né, il y a de cela 7 saisons sèches, on ne faisait que lui répéter qu'il n'était pas du village où il habitait ses frères, sa mère et lui. On lui donnait toujours le nom de ce village-ci, et il voulait revenir voir celui qu'on disait son père. Un lion né parmi les hyènes cherche toujours à retrouver les siens, commenta un vieux. Tant que les lions continueront à épouser les hyènes, ceci se reproduira toujours. J'étais un autre perfide. L'autre jour, votre fils s'est trouvé un compagnon qui l'a conduit jusqu'ici. C'était son grand frère. Il avait emprunté un vélo. Les deux enfants s'étaient arrêtés devant le chef-d'œuvre de délabrement qui était devenu la case paternelle. L'aîné reconnaissait dans ce résidu ce qui avait été son nid, son foyer, l'abri, la sécurité, la maison. Le Benjamin ne disait rien. Il attendait enfin et il demanda. Quand allons-nous arriver à la case de papa? La voici, dit l'aîné visiblement ému. Tu mens, ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas m'amener voir la case de papa. Mais je te dis que la voici. Et puis tu m'ennuies. Il s'énerva devant cet entêté. La case de papa ne peut pas être ce machin-là. Celle-ci est pourrie, gâtée. Moi, je veux voir la vraie case de papa. Les deux frères n'avaient pas vu leur père arriver. Celui-ci avait entendu la partie essentielle de leur discussion. Et Tondi concluait. Mon fils a été incapable de reconnaître sa maison parce qu'elle n'était pas digne de son père. Pour quelqu'un qui a un cœur, que restait-il à faire?